Bonjour, chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue sur notre plateau Boulevard des Écrivains. Boulevard des Écrivains a le plaisir aujourd'hui de recevoir sur son plateau mademoiselle, avis au célibataire, mademoiselle Ouma T, donc de son vrai nom, Oumou Kadija Tera. Donc, et Oumou Kadija Tera, nationalité malienne, on le dit d'ailleurs, après avoir eu son bac en série bio, avec la mention bien, elle va faire des études universitaires au Maroc. Alors, Ouma, parlez-nous un peu plus de vous. D'accord, donc lorsque j'ai fait le bac, j'ai eu la mention assez bien et je suis partie à Marrakech pour faire mes études. Au Maroc? Oui, au Maroc, à Marrakech, pour faire mes études en sciences biologiques parce que j'ai quand même baigné dans ça depuis que j'étais petite. La science a toujours été une passion pour moi, donc c'était une évidence, il n'y avait pas à réfléchir. Et donc, je suis partie au Maroc pour faire mes études, mais je n'ai pas pu terminer, on va dire, malheureusement ou heureusement. Je suis restée là-bas quelques années de plus que ce qui était prévu déjà. Et je suis revenue sans diplôme. Pourquoi? Pourquoi? Je dirais, comme je l'avais mentionné une fois, je dirais qu'à l'époque, je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais maintenant que j'ai, avec plus de recul et plus de connaissances, je sais que je faisais beaucoup de dépression, il y avait beaucoup d'épisodes dépressifs, il y avait des moments où j'étais carrément apathique, j'avais réellement commencé à douter de moi-même, finalement de ce que je voulais faire et de comment je voyais même mon avenir en réalité. Donc je n'ai pas pu terminer. Lorsque je suis revenue, j'ai alors demandé à mes parents, j'ai insisté, j'ai dit à mon père, j'ai dit ça ne va pas, je sais que ça ne va pas, il faut que je voie un spécialiste. Et donc on m'a fait voir un psychanalyste, on a fait peut-être quelques séances, pas trop assez, on a dû arrêter à cause de, on va dire, quelques problèmes logistiques. Mais j'étais toujours dans cette situation d'apathie et j'étais quand même dans un état assez triste parce que je me sentais comme un échec, je me sentais vraiment pas à la hauteur. J'avais l'impression d'être moins que rien, on va dire, parce que je me retrouvais dans une optique où je trouvais que j'avais déçu mes parents, j'avais déçu toutes les personnes qui avaient confiance en moi et qui avaient mis leurs espoirs en moi, depuis que j'étais petite d'ailleurs. Et donc, je ne savais plus trop ce que je voulais faire. Je ne savais même plus si je voulais continuer dans ce domaine de la science, justement. Mais finalement, j'ai été inscrite à l'USTTB, à la FST, pour au moins avoir mon diplôme. De sciences. Oui, j'ai eu une licence là-bas, j'ai eu une licence en microbiologie, biochimie. Mon objectif de départ, c'était d'avoir une licence en biologie, bien sûr. Après, je voulais faire un master en biologie moléculaire et c'était ensuite pour devenir docteur et chercheur. C'était ça mon objectif initial au départ. Merci, oui. Mademoiselle, donc d'avoir accepté notre invitation. Oui. Mélancolie, au pluriel, oui. est le titre de vos nouvelles. Oui. Donc, de vos nouvelles, 10 nouvelles. Alors, pouvez-vous nous expliquer le titre Mélancolie et au pluriel? Oui. La plupart de ces nouvelles ont été écrites justement lorsque je vivais encore au Maroc. Et j'ai toujours été quelqu'un, pour comprendre une situation émotionnelle spécifique, j'ai toujours besoin de me mettre hors de cette situation. Et une façon de faire ça, c'est vraiment l'écriture, de matérialiser tout ce qui se passe dans ma tête
afin de comprendre pourquoi je ressens ce que je ressens. Donc, ça a été vraiment naturel lorsque je me suis retrouvée dans certaines situations. J'ai voulu comprendre certaines émotions que je me suis retrouvée à ressentir. Et voilà comment elles se sont matérialisées. Et voilà pourquoi le titre c'est Mélancolie, mélancolie au pluriel, parce que la plupart du temps, c'est plus facile d'écrire lorsqu'on est dans ces situations où ça ne va pas trop, plutôt que de penser à écrire lorsque ça va. Donc je peux même dire que j'étais plus inspirée dans les moments où ça n'allait pas par rapport au moment où tout allait vraiment bien. C'est à cause de ça que c'est mélancolie, parce qu'il y a plusieurs nouvelles qui sont relatives à cette émotion et au pluriel. Vous faites penser quelque peu à quelques poètes romantiques, tels que Musset. Les plus beaux chansons, les plus désespérées. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. C'est vrai. Je peux même dire que j'ai toujours considéré la mélancolie, la tristesse profonde comme une émotion qui était très belle. Par moments, je me retrouvais dans une envie de me sentir un peu triste. Je cherchais à être mélancolique, justement, même lorsque ça allait, parce que je trouvais que c'était une belle émotion. Donc, je partais à la recherche de cette sensation, bien entendu en regardant des films ou en lisant des histoires qui sont tristes, mais plutôt de la fiction, parce que lorsque c'est de la réalité, c'est autre chose. C'est plus facile d'aimer les histoires dramatiques qui sont fictives, plutôt que d'aimer les histoires dramatiques qui sont basées sur la réalité, parce qu'on se sent vraiment impuissant. Vous nous rappelez un livre peut-être que vous avez lu, vous connaissez. Alors, tremper la plume dans les plaies. C'est ce que vous faites? Oui. Tremper la plume dans les plaies, c'est le titre d'un sorte. recueil de poèmes de Aminata Bouré. Donc, tremper la plume dans les plaies. C'est ça que vous faites? En quelque sorte, on peut dire ça. On peut vraiment dire ça. Parce que comme je l'avais dit, pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, de ma psyché, je ressens le besoin justement de matérialiser et de comprendre ce qui se passe. Une fois que j'arrive à matérialiser ce qui se passe, j'arrive à passer à autre chose. C'est comme ça que je tourne la page. Et votre parcours reflète, comme vous l'avez dit, c'est vraiment ça. Oui. Mélancolie. Oui. On a dit 10 nouvelles. Oui. Bon, je dirais, si votre éditeur a accepté 10 nouvelles, puisque la lecture, dans la lecture, nous trouvons 12 nouvelles. Ce déséquilibre total. Donc, c'est comme si le mal que vous avez, l'état dépressif que vous avez vécu, est transporté dans ce livre-là. La dernière étreinte, première nouvelle. Deuxième, mon amoureux. La dernière étreinte, c'est 5 pages seulement. Mon amoureux, 2 pages, 2 ou 3 pages. Le tueur de famille, 2 ou 3 pages. Lui, 2 ou 3 pages. Dimitri et moi, 5 ou 6 pages. Une question douloureuse, ça c'est la 6e nouvelle. Le chantier, 7e nouvelle. Un homme marié, 1. Ensuite, un homme marié, 2. La séparation, 10e. Et ça, c'est le livre mentionne 10. Mais nous avons trouvé finalement donc 12. Ma belle étrangère. Et ensuite, ma belle étrangère. Pourquoi vous éclatez ces 2 nouvelles-là? Un homme marié, en bis, et ma belle étrangère.
Est-ce qu'il y a un... Non, en réalité, il n'y a pas vraiment de raison spécifique, il n'y a pas de symbolisme derrière. C'est vraiment l'édition qui a fait que ça s'est retrouvé comme ça. Parce que la maison d'édition a trouvé que ce serait bien de partager en deux, surtout la dernière histoire, Ma belle étrangère, parce qu'elle est un peu longue. Mais Un homme marié 1 et 2, parce que j'avais écrit seulement Un homme marié, c'est ce que j'avais écrit, j'avais envoyé ça. Et après, j'ai eu une inspiration pour une suite, parce que ça n'a pas été écrit au même moment. Donc, ça n'a pas été envoyé en même temps. Et donc, après, j'ai écrit Un homme marié 2. Et lorsque j'ai envoyé ça, on a pris 2 titres séparément, tout simplement. Vous dites que vous êtes mademoiselle. Oui. Et vous êtes tombée amoureuse d'un homme marié? Pas vraiment, pas vraiment. Mais ce qui est bien avec cette histoire, c'est que je me suis mise, en fait, j'ai essayé de me mettre à la place d'une femme, parce que ce qui arrive malheureusement dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte qu'elle elle est tombée amoureuse de quelqu'un et qui correspond à tous ces critères, pour découvrir après qu'il est marié. Donc ça ne traite pas vraiment l'histoire sous un point de vue on va dire usuel, là où la personne sait probablement que l'homme est déjà marié et elle va quand même... Non, ce n'est pas cette partie, c'est plutôt quelqu'un qui s'est vraiment amouraché d'une autre personne, mais vraiment et réellement pour découvrir que la personne est mariée. Donc en gros, ça explore les émotions, les ressentis de la protagoniste, et voilà. Donc j'ai essayé de me mettre à sa place, et c'est pourquoi les mots sont sortis plus facilement. J'ai jeté mon dévolu sur un homme marié. Oui, un homme marié, vous insistez. Je ne saurais comment l'expliquer, ou peut-être que si, je ne sais juste pas comment j'en suis arrivé à ce point. J'aurais dû réfréner mes sentiments, les contenir, les dompter, les écraser. Peut-être que si je les ignore, ils partiront d'eux-mêmes, m'étais-je alors dit, banalement. Quelle pensée naïve et surtout improbable. Pourquoi le cœur veut-il ce qu'il n'a pas le droit d'avoir? Pourquoi chercher à le conquérir, à le voir malgré tout? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond à ma personne? Donc, vous confirmez que l'amour, c'est aveugle. Oui. Mais est-ce qu'il doit rendre aveugle? Non, en fait, c'est justement ça le dilemme. Parce que on ne contrôle pas ses émotions, on ne contrôle pas ses sentiments amoureux, mais c'est quelqu'un qui a ce petit principe-là de ne pas aller vers quelqu'un qui est déjà marié, et c'est ce qui rend ses pensées autant conflictuelles. Parce qu'elle sait qu'il est marié, mais malgré tout, le côté opposé de l'attraction qui est là veut la pousser à aller vers lui, tandis que sa raison lui dit non. Non, il est marié, on ne fait pas ça. Donc, elle se retrouve partagée entre les deux. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous avez des personnages. D'abord, Sinali Terra, bon, vous portez le patronyme de Terra, c'est juste dans la dédicace. Oui. Mais il a une place fondamentale quand même, ne serait-ce que dans la dédicace. Alors, ce personnage, dites-nous, qu'est-ce qu'il a été pour vous? D'accord. Donc, alors, Sinali Terra était mon grand-père. Lorsque j'étais petite, je l'avais toujours considéré comme partie intégrante de ma vie. En fait, je suis née, il était là. J'ai grandi jusqu'à un certain âge, il était là.
alors ça m'est jamais venu à l'esprit qu'il ne serait plus là. Donc lorsque je l'ai perdu, ça a été un véritable choc pour moi. Ça a été le premier décès intimement lié à ma personne qui m'a vraiment bouleversée, qui m'a profondément bouleversée. Et ensuite... que la terre lui soit légère et puisse-t-elle enfin reposer en paix. Vous lui dites ça, c'est ça? Oui, parce que il était quelqu'un d'honorable, il était quelqu'un de généreux. Il avait accompli tellement dans sa vie que jusqu'à plusieurs jours après son décès, les gens continuaient à venir à la maison. Et moi, ce dont je me rappelle de lui, c'était à quel point il était passionné par l'histoire, par la politique. C'était un homme de parole. Et apprendre tout ce qu'il a fait avant que moi je ne naisse, il a quand même été le premier ambassadeur du Mali en Chine, le premier ambassadeur du Mali en Allemagne. C'était un homme de principe, c'était un activiste, un militant politique de l'ère de Modibo Keïta. Et il a aidé tellement de personnes dans sa vie. Alors pour moi, il est une référence et il est un véritable exemple. Voilà pourquoi il a une place aussi importante dans la partie dédicace. Et un autre personnage, Jérémie. Jérémie. Alors, parlez-nous de Jérémie. Jérémie. Jérémie, c'est dans la première nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, en réalité... Qui est la dernière étreinte? La dernière étreinte. Première voilà. nouvelle. Première nouvelle. Donc, vous donnez raison à Saint-Matthieu, parce que apparemment vous êtes baigné dans la culture catholique. Les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. L'évangile selon Saint-Matthieu. Baigné dans la culture catholique avec les hijabs. Mais vous êtes à la croisée de tous les chemins. On peut dire ça. C'est vrai que les deux religions ont beaucoup en commun. Mais, sinon même les trois, parce que... Oui, bien sûr, les trois principales religions monothéistes. Et donc, Jérémie représente quelqu'un qui sans le faire exprès, perd la chose la plus précieuse de sa vie. Parce que il n'a pas su bien réagir au moment où il fallait qu'il réagisse. Et il n'a pas su réagir de la façon dont il fallait qu'il réagisse. Et en fait, pour moi, écrire cette nouvelle a quand même été, même si elle est triste, mais ça a été un très grand plaisir parce que c'était une opportunité de décrire ce sentiment d'impuissance qu'on ressent face à une situation qui nous échappe. On voit la situation nous échapper, mais on n'arrive à rien faire. Et j'avais imaginé, je me t'ai demandé qu'est-ce que cela pouvait faire. C'est ainsi que je me suis retrouvée à créer cette histoire et à créer Jérémie. Nos familles sont trop différentes, disait-elle. Je n'ai pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Je ne connais même pas mes vrais parents. J'ai eu des petites sœurs, des grandes sœurs, des tantes, des cousines grâce à cette adoption. Toi, tu es fils unique. Tu as fait tes études à Yale, tu as un brillant avenir devant toi. Moi, non, je ne suis même pas originaire des États-Unis. Le seul souvenir que j'ai de ma mère est ce beau collier mexicain qu'elle m'a laissé avant de disparaître. Non, Jérémie, je ne peux pas accepter cette bague. C'est une situation extraordinaire, ça. Alors, comment vous est venue cette inspiration d'écrire une nouvelle comme ça, donc ouvrir votre recueil de nouvelles par cette situation plus ou moins rocambolesque, on dirait. Refuser la bague de mariée, et est-ce que c'est une situation vécue ou que vous avez vue peut-être? Non, c'est pas du tout une situation vécue. Parce que vous êtes mademoiselle, bien sûr. Oui, mais oui. En fait, ce qui est vraiment ce que j'arrive à faire quand même avec la plupart de mes histoires,
surtout lorsqu'elles sont fictives. Par exemple, c'est l'exemple d'un homme marié, c'est la même chose. Ce sont des histoires fictives, mais qui sont basées sur des émotions réelles. Et lorsque c'est basé sur une émotion réelle, j'arrive vraiment à me mettre dans la peau des personnages que j'invente. J'arrive à me mettre facilement parce que je dirais que je suis quelqu'un d'assez empathique. Souvent, je ressens les émotions des autres comme si elles étaient miennes. Alors, lorsque j'invente une histoire et que j'essaye de faire sortir un point spécifique, j'arrive à me mettre dans la peau du personnage et j'arrive à me dire, et si c'était moi, comment est-ce que j'allais le prendre? Comment est-ce que j'allais le vivre? Comment est-ce que j'allais le manifester? Et c'est comme ça que c'est facile pour moi d'écrire. Mais je dirais aussi qu'en tant qu'écrivain, nos inspirations viennent de tout, de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on consomme. Et plus on consomme des histoires d'ailleurs, et plus qu'on consomme vraiment des médias d'ailleurs, plus on a une plus grande ouverture sur les personnages qu'on veut faire venir à la lumière. Les cultures qu'on veut faire venir à la lumière, le fait que sa maman soit mexicaine, le fait que l'histoire même se déroule ailleurs, c'est principalement à cause de tout ce que je consomme, on va dire, depuis mon enfance jusqu'à maintenant. C'est pourquoi il y a plusieurs mélanges de cultures d'ailleurs qui ne sont pas forcément spécifiques et qui ne sont pas forcément maliennes. Voilà. Vous me rappelez un grand écrivain malien, Moussa Konaté, je ne sais pas si vous l'avez connu, Moussa Konaté, qui était le directeur du festival Étonnant Voyageur ici. Et il m'a dit, Sirafili, on ne peut pas écrire si on ne vit pas avec les hommes, si on n'aime pas les hommes, si on ne pénètre pas l'intimité des hommes. Donc, mes personnages sont moi. Et quelqu'un lui a reproché qu'il est vraiment, son écriture est très pessimiste comme à la Dostoïevski. Il a dit, bon, dans ce monde de misère, il est très difficile donc d'écrire des histoires à l'eau de rose. Est-ce que vous avez cette même conception? Non. Parce que, en parallèle, je suis aussi une très grande idéaliste. Il peut m'arriver d'être pessimiste face au désarroi du monde, face à tout ce qui se passe autour. Mais j'ai toujours bon espoir que les choses peuvent s'arranger. Mais ça, c'est plus par rapport à ma foi. J'ai toujours eu, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette sensation que Dieu n'était jamais très loin. Et que peu importe à quel point les situations peuvent paraître désespérées, on peut sortir, on peut s'en sortir, trouver une issue. Et c'est généralement ce que j'essaye d'appliquer aussi dans mes histoires qui sont plus longues, qui sont plus trucs. Parce que ce qui est bien aussi avec les recueils, avec ce recueil, avec les nouvelles, c'est que j'étais à une période aussi où j'expérimentais le drame. Je m'en rappelle, avant que ces histoires soient rassemblées, j'avais l'habitude de les publier sur mon propre profil Facebook. Et celle avec qui j'habitais, elle lisait tout ce que j'écrivais. Vous êtes quelqu'un qui trouve son équilibre dans la foi. Exactement. Et donc, comme je le disais, elle me disait, mais pourquoi tu écris tout le temps des histoires qui finissent mal? Parce que avant d'écrire des histoires qui finissent mal, j'écrivais tout le temps des histoires qui finissaient bien. Donc j'étais à une période également où j'expérimentais le drame. Surtout quand j'ai écrit La dernière étreinte, c'était une période où j'expérimentais sur le drame. Donc vous êtes contre l'autre école dans la technique du cinéma, du happy end. Pardon? Le happy end. Bon. Non, j'ai pas entendu. Du happy end. Donc,
c'est le cinéma américain où les histoires se terminent toujours bien. Et alors, ça soulève donc souvent des petites querelles au festival de Cannes, parce que le cinéma français est à ta conception que les histoires ne se terminent toujours pas bien. Oui. Mais dans Mélancolie, tel n'est pas le cas, peut-être déjà que votre livre se ferme sur une scène. Ça finit bien. Oui. Une scène d'amour, on dirait même une scène de lit. De lit. Non. Elle répondit alors à son baiser avec ferveur et passion. Sa raison lui criait d'arrêter, mais ses sens ne lui obéissaient plus. Que lui arrivait-il? Voyons, elle ne voulait point sortir de cette étreinte si exaltante et qui enflammait ardemment tout son corps avec une fougue qu'il ne lui était jamais donné de ressentir. Cet homme était dangereux pour elle. Elle ne devait pas lui céder aussi facilement, mais il avait déjà réussi le plus dur depuis longtemps déjà: déchiffrer les codes de son cœur. Vous êtes, entre guillemets, une religieuse, mais qui écrit une histoire qui ressemble vraiment comme ça à une scène de lit. Et à la fin de votre livre. Ouais. Alors, donc, expliquez-nous. c'est pas une scène de lit. C'est une scène de bisous. Ben, ça est beaucoup plus fort parce qu'on a tendance Oui, justement parce que... à remplacer des mots exaltantes par excitantes, parce que même puisque enflammé est là. Ben oui, c'est très simple, c'est très logique. Parce que c'est le toucher, en fait. C'est la partie relative au toucher qui provoque tout ça. Lorsque j'écrivais cette partie, je ne pensais pas au lit. Je pensais plutôt à un baiser, tout simplement. Mais lorsque les émotions sont tellement intenses qu'un simple baiser provoque tout ça en cette personne. Ah, donc c'est implicite. Au début du paragraphe, c'est ça même. Son monde venait de s'arrêter. Ben oui. Délicatement, lentement, il s'était abaissé vers elle et brusquement, il s'était emparé passionnément de ses lèvres. Oui. Elle avait cru défaillir. Elle perdait pied et avait l'impression d'être dans une autre dimension. Une douce chaleur naquit au creux de son ventre et se propagea rapidement Dans tout son corps. Donc, il y a beaucoup d'érotisme dans ce que vous écrivez. Non, je trouve pas. Mais je vois qu'on puisse interpréter ça comme ça, je comprends. Mais l'intention n'était pas du tout l'érotisme, on va dire. C'était pas du tout ça, l'intention. Mais je comprends qu'on puisse... le sensualisme, peut-être. Oui, peut-être, mais oui, parce que je trouve que c'est important la sensualité dans un couple, c'est important le toucher. Et surtout, moi, ma conception de l'amour, elle est très passionnelle. Elle est très passionnelle, elle est très intense et elle va au-delà, comment dire, elle est tellement intense que je magnifie, même les petits gestes, je les magnifie, même les petits touchers, les baisers, je les magnifie parce que c'est comme ça que je trouve que ça va probablement ressentir d'être avec quelqu'un qu'on aime vraiment, mais vraiment plus que tout. Il y a d'autres personnages comme le tueur de famille, et ce psychopathe, ensuite Dimitri et moi, Rabi, une belle étrangère, donc on a parlé de Jérémie, on parle de Calèche, donc on sent que vous êtes dans un autre... dans une autre période. Voilà, le Calèche, ce n'est pas le Mali. Et donc, c'est pourquoi on a précisé, vous êtes bien malienne,
je suis amoureuse, et ainsi de suite. Alors, le titre Mélancolie au pluriel. Donc, ce livre a été publié à Figuera Édition de Madame Nyari Fatoumata Keita, auteur, grande auteure aussi. Oui. Donc, et auteur d'une trilogie célèbre, donc, que nous avons eu à présenter à Mandé TV. Et donc, quelle a été votre motivation profonde d'écrire ces 10 nouvelles en mélancolie? D'accord. Donc, il faut savoir que ces nouvelles n'ont pas été écrites en même temps. Comme je l'avais dit, certaines nouvelles ont été écrites parce que j'avais besoin d'expérimenter avec le drame. Certaines nouvelles ont été écrites parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait en moi. Et certains personnages sont vraiment loin de ma culture, parce que j'avais besoin de mettre cette distance entre moi et ces personnages, justement. Donc, je les ai écrits vraiment de façon sporadique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ensuite eu l'occasion et l'honneur d'être présentée à Safiatou Ba, auteur également, qui m'a demandé de lui envoyer des exemples d'extraits de ce que j'avais écrit. Alors, je lui ai envoyé des nouvelles que j'avais écrites. Et vous savez quoi? Elle a tellement aimé qu'elle a dit non, on va en faire un livre. Tout simplement. Et le livre est là? Et le livre est là, tout simplement. Est-ce qu'il y a un autre projet de livre? Oui, oui. J'ai même plusieurs projets de livres. Mandé TV sera vraiment, donc, nous souhaitera la bienvenue encore sur son plateau. Et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et votre mot de la fin? Mais déjà, je vous remercie de m'avoir accueilli également. Ça a été un plaisir, ça a été un honneur. Et avant qu'on ne termine, j'aimerais adresser mes remerciements à ma maison d'édition, à mon éditrice, Fatoumata Keita, qui a été là pour moi depuis le départ et qui a vraiment tout fait pour que ce livre puisse voir le jour et puisse être connu par beaucoup de monde. Et avant elle, j'aimerais aussi remercier ma maman, parce que c'est grâce à elle que j'ai été mise en contact avec Safiatou Ba. Et j'aimerais aussi la remercier, elle, justement, parce que c'est elle aussi qui m'a mise en contact avec Fatoumata Keita. Et évidemment, je remercie mes parents, mon père en plus, et tous mes amis, franchement, qui sont venus, qui ont été là à la cérémonie de lancement et qui m'ont montré un soutien indéfectible. Et enfin, merci à vous encore de m'avoir accueilli et de m'avoir encore donné l'occasion et l'opportunité de reparler sur ce livre avec des questions qui sont posées sous de nouvelles perspectives et qui permettent de donner de nouvelles réponses. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Merci beaucoup. Mandé TV vous remercie et reçoit donc ce que vous dites vraiment comme un véritable compliment. Chers téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre boulevard des écrivains à propos du recueil de nouvelles de Oumaté, Mélancolie. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre café littéraire sur le boulevard des écrivains. Merci.